L'odeur d'huile brûlée et de graisse s'accrochait à chaque fibre de la salopette bleue délavée de Jacques Dubois, un arôme aussi familier pour lui que son propre nom. Ses mains rudes, marquées par des décennies à manipuler le métal et les moteurs, accomplissaient un rituel aussi ancien que sa mémoire, essuyant chaque outil méticuleusement, un par un, avec la même attention pointue qu'il accordait à chaque voiture qui passait par son atelier. Le garage Dubois, comme le déclarait l'enseigne usée sur la façade, occupait la même adresse à Valmont depuis 25 ans. Le bâtiment en briques, avec ses grandes portes métalliques et ses fenêtres obscurcies par le temps, avait été témoin de bien plus que de simples réparations mécaniques. Il avait vu toute une vie dédiée à maintenir les gens en mouvement. Jacques connaissait chaque fissure dans les murs, chaque tache sur le sol en béton, chaque son particulier que l'endroit produisait lorsque le vent soufflait fort, exactement comme il le faisait maintenant. L'hiver était arrivé en avance cette année-là, apportant un froid qui semblait pouvoir geler jusqu'au souvenir. À travers les fenêtres de l'atelier, désormais souillées par des années de suie, Jacques pouvait voir les premiers flocons danser sous la lueur jaunâtre des lampadaires. La vieille horloge murale, une relique que son père avait installée le jour de l'ouverture, indiquait 19h43. Autrefois, l'atelier serait encore en pleine effervescence, avec une file de voitures attendant leur tour. Maintenant, les seuls bruits, hormis le vent, étaient le tic-tac régulier de l'horloge et le bourdonnement inégal du radiateur d'appoint dans le coin. « Au moins, ça fonctionne encore », murmura-t-il pour lui-même, jetant un regard reconnaissant au vieil appareil. C'était l'une des rares choses dans le garage qui fonctionnait encore correctement, avec la boîte à outils héritée de son père et sa détermination obstinée à maintenir l'entreprise à flot contre vents et marées. Jacques passa la main dans ses cheveux grisonnants, laissant échapper un soupir qui forma un petit nuage dans l'air glacial. Ses yeux, qui avaient vu des milliers de moteurs revenir à la vie sous ses soins, se portèrent vers le bureau improvisé, qui lui servait de quartier général. Une pile de factures s'y dressait, tel un château de cartes sur le point de s'effondrer. 3 avis de la banque, une facture d'électricité en retard et un dernier avertissement de son fournisseur de pièces. Le tampon rouge. Dernier avis semblait le narguer sous la lumière vacillante du néon qui, comme fatigué de lutter, clignotait sporadiquement. La ville changeait, et pas nécessairement pour le mieux, du moins pas pour les petits commerçants comme lui. De grandes chaînes de réparation automobile avaient ouvert les unes après les autres, avec des vitrines rutilantes, des équipements modernes et des promotions alléchantes, promettant des diagnostics informatisés et des garanties étendues. Leurs installations étincelantes faisaient de paraître le garage de Jacques comme une relique d'un temps oublié, un dinosaure luttant pour sa survie à l'ère numérique. L'ordinateur dans le coin, sa seule concession significative à la modernité, acheté d'occasion il y a 3 ans après une longue insistance de son neveu, affichait des chiffres qui ne mentaient pas. Les feuilles de calcul que Marc, son neveu, lui avait appris à utiliser révélaient une vérité cruelle. Dans 6 mois, peut-être moins, il devrait fermer si quelque chose ne changeait pas radicalement. « Demain sera meilleur », marmonna-t-il, répétant sa phrase habituelle, bien qu'il lui soit de plus en plus difficile d'y croire. C'était quelque chose que son père disait souvent, même dans les moments les plus durs, même lorsque les clients se faisaient rares et que les factures s'accumulaient. Jacques rangea le dernier de ses outils dans l'armoire métallique, chacun à sa place désignée, une habitude qu'il avait gardée depuis son premier apprentissage du métier. Le vieux Pierre disait toujours qu'un atelier bien organisé était le reflet d'un mécanicien compétent. Le souvenir de son père fit naître un sourire mélancolique sur ses lèvres. Pierre avait bâti ce garage à partir de rien, transformant un entrepôt abandonné en l'un des établissements les plus réputés de la région. À l'époque, Valmont était encore un endroit où les gens se connaissaient par leur nom, où une poignée de main valait plus qu'un contrat et où la parole d'un homme était son plus grand engagement. Jacques se souvenait encore vivement du jour où son père lui avait remis les clés du garage, juste avant de prendre sa retraite. Les doigts de Pierre, aussi calleux que ceux de Jacques l'étaient maintenant, tremblaient légèrement en tenant le trousseau. « Prends-en bien soin, mon fils », furent ses mots. « Ce n'est pas juste un garage,
C'est là qu'on aide les gens à continuer leur voyage. Pierre était décédé 2 ans plus tard, mais Jacques sentait toujours sa présence ici, dans les outils qu'il utilisait encore, les conseils qu'il suivait, et la façon dont il traitait chaque client comme s'il faisait partie de la famille. Le vent dehors redoubla de violence, faisant trembler les vieilles fenêtres dans leur cadre. Jacques enfila sa veste usée, un cadeau d'un lointain Noël où il était encore marié. Le tissu élimé gardait encore un peu du parfum de Catherine, ou peut-être était-ce juste son imagination. Elle était partie il y a 5 ans, lasse des soucis financiers constants et de la routine sans fin. « Tu aimes ce garage plus que tu ne m'aimes », furent ses derniers mots avant qu'elle ne parte pour Deauville avec un vendeur d'assurance qui promettait stabilité et confort. Jacques ne lui en avait jamais voulu. Peut-être avait-elle raison. Le garage avait été toute sa vie, sa première et sa dernière pensée chaque jour. Combien de soirées d'anniversaire avait-il manqué à cause de l'urgence d'un client? Combien de week-ends avait-il sacrifié pour finir des travaux urgents? Combien de projets avaient été reportés parce que tout l'argent supplémentaire devait être réinvesti dans l'entreprise? La neige tombait plus drûment au moment où il ferma finalement à clé. Le ciel était complètement noir, transformant la ville en un labyrinthe d'ombres ponctué par la lueur jaune des lampadaires. Au lieu de rentrer directement chez lui comme il le faisait d'habitude, quelque chose le poussa à faire un tour en ville. Peut-être était-ce la solitude qui se faisait plus pesante les soirs comme celui-ci, ou peut-être était-ce une intuition qu'il ne pouvait encore nommer. Sa vieille Peugeot 205, qu'il maintenait en état de marche plus par obstination que par pragmatisme, protesta lorsqu'il tourna la clé de contact. Le moteur toussa 2 fois avant de démarrer, envoyant des vibrations familières à travers le volant usé. Jacques connaissait chaque son et chaque frémissement de cette voiture aussi bien que sa propre respiration. C'était plus qu'un moyen de transport, c'était un compagnon silencieux dans ses voyages solitaires. Le chauffage mit quelques minutes à démarrer, assez de temps pour que le froid s'infiltre par chaque interstice de la voiture. Jacques ajusta le rétroviseur, remarquant les nouvelles rides qui se formaient autour de ses yeux. Quand avait-il vieilli à ce point? Il lui semblait que c'était hier encore qu'il était ce jeune mécanicien enthousiaste recevant les clés du garage des mains de son père. Les rues étaient presque désertes à cette heure, transformées en couloirs blancs par la chute de neige incessante. Les phares de la 205 fendaient l'obscurité, révélant une ville qui semblait presque méconnaissable sous son manteau d'hiver. Jacques conduisait lentement, ses pensées dérivant entre les souvenirs du passé et les inquiétudes imminentes concernant son avenir incertain. Il passa devant l'ancienne filature, maintenant abandonnée, ses fenêtres brisées comme des yeux vides fixant la nuit. Combien de fois avait-il réparé les camions qui allaient et venaient de là, chargés de tissus expédiés dans tout le pays? Il se souvenait du vacarme des machines, du va-et-vient des ouvriers, de l'odeur de coton dans l'air. Maintenant, seuls les pigeons et les chats errants parcouraient en ces ruines, et le silence n'était rompu que par le vent hurlant à travers les murs écaillés. La ville était remplie de lieux comme celui-là, des commerces qui avaient fermé, des rêves qui s'étaient éteints, des vies qui avaient déménagé ailleurs. L'ancienne station-service de René, où Jacques prenait son café le dimanche matin, portait désormais une pancarte vendue sur sa grille rouillée. Une autre entreprise familiale, engloutie par les stations libre-service modernes, où l'on pouvait faire le plein sans parler à âme qui vive. La radio grésillait, ne captant que des fragments de musique et de bavardages lointains. Malgré tout, Jacques la laissa allumer. Le bruit valait mieux que le silence total, mieux que les pensées qui le hantaient, les nuits comme celle-ci. La chute de neige s'intensifia, formant un rideau blanc qui réduisait la visibilité. Il aurait vraiment dû rentrer chez lui, mais quelque chose le retenait sur la route, une agitation qu'il ne pouvait expliquer. C'est alors que ses phares captèrent quelque chose d'inhabituel sur le trottoir. Au début, cela ressemblait juste à une ombre plus dense parmi les arbres qui bordèrent la rue, mais à mesure qu'il approchait, la forme prit des contours plus définis. Jacques ralentit, son cœur s'accélérant inexplicablement. 2 silhouettes se détachaient dans l'obscurité, l'une de taille adulte et l'autre plus petite, clairement une femme et un enfant.
Elles étaient partiellement abritées par un parapluie qui semblait sur le point d'être détruit par le vent. 2 petites valises reposaient à côté d'elles, complétant la scène surréaliste. La neige tombait sans pitié sur elles, rendant leur silhouette presque éthérée sous la faible lumière des lampadaires. Jacques passa lentement, observant dans le rétroviseur. La neige tombait encore plus fort maintenant, et la température continuait de chuter. L'affichage de la voiture indiquait 3 degrés serrés. Son petit appartement l'attendait, avec son chauffage capricieux et sa solitude familière. Il aurait été plus sûr de simplement continuer sa route, d'ignorer la scène comme tant d'autres conducteurs l'avaient probablement fait cette nuit-là. Pourtant, quelque chose dans cette vision le toucha profondément. Peut-être la vulnérabilité évidente de ces 2 silhouettes, ou peut-être parce qu'il ne connaissait que trop bien lui-même le poids de la solitude. Il freina doucement, regardant ses feux arrière se refléter sur la neige tombante. « Mon Dieu, aidez-moi » murmura-t-il, enclenchant la marche arrière. La 205 recula lentement, ses feux arrière rouges colorant les flocons de neige. Les 2 silhouettes restèrent immobiles, comme figées dans le temps. Jacques se gara le long du trottoir, son cœur battant contre ses côtes. Au cours de ses 50 et quelques années de vie, il avait aidé des dizaines de personnes avec des pannes de voitures sur des routes désertes, mais ceci, c'était différent. « Avez-vous besoin d'aide » demanda-t-il à travers la vitre baissée, essayant de garder sa voix aussi douce que possible. La femme leva le visage, et Jacques put voir plus clairement ses traits délicats, bien qu'ils fussent marqués par une fatigue évidente. Ses yeux verts, lorsqu'ils croisèrent les siens, montraient un mélange complexe de prudence, de désespoir et quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne pouvait tout à fait déchiffrer. Ses cheveux sombres, parsemés de neige, encadraient un visage qui, dans d'autres circonstances, aurait été jovial, mais qui semblait maintenant accablé par l'inquiétude. « Nous attendons juste quelqu'un, » répondit-elle, son accent suggérant qu'elle pourrait venir d'une autre région. La petite fille, à ses côtés, qui ne pouvait avoir plus de 4 ans, se serra plus fort contre les jambes de sa mère. Des boucles dorées s'échappaient d'un bonnet rose délavé, et ses grands yeux bleus étudiaient Jacques avec un mélange de peur et de curiosité. Jacques remarqua les 2 valises usées à côté d'elle, et comment toutes 2 frissonnaient dans le froid. Le parapluie les protégeait à peine, ses baleines cassées par endroits et le tissu déchiré. Par ce temps, il n'est pas prudent de rester dehors. La petite fille toussa, un son petit mais inquiétant qui résonna dans la rue déserte. La femme la serra plus fort, murmurant des mots apaisants qui se perdirent dans le vent. Ses mains rouges de froid ajustèrent délicatement l'écharpe de l'enfant. « Je m'appelle Jacques » se présenta-t-il, coupant le moteur. Le silence soudain rendit le vent et la neige tombante plus sonore. « Je suis mécanicien. Mon garage est à quelques rues d'ici. Je peux vous montrer ma carte d'identité si vous le souhaitez. » L'hésitation de la femme était palpable, et Jacques ne lui en voulait pas. Les temps étaient tels que la méfiance était une tactique de survie. Il pouvait voir le conflit dans ses yeux, la peur de faire confiance à un étranger luttant avec le besoin désespéré d'aide. « Je m'appelle Élise, » dit-elle finalement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Et voici Sophie. » Sophie leva les yeux vers Jacques, ses grands yeux bleus comme un ciel d'été, un contraste frappant avec la nuit glaciale qui les entourait. Un flocon de neige atterrit sur son petit nez, la faisant cligner des yeux de surprise. Pendant un bref instant, juste un instant, Jacques entrevit l'enfant insouciante qu'elle aurait dû être dans des circonstances normales, heureuse, sans souci, pleine de vie. Élise hocha la tête, se mordant la lèvre. « Nous irons bien, » insista-t-elle, mais sa voix tremblait autant que son corps. Ses yeux balayaient constamment la rue, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un dans les ombres projetées par les lampadaires. Jacques jeta un coup d'œil au ciel, où la neige tombait de plus en plus dense. Les flocons dansaient sous la lumière des lampes, créant un rideau blanc qui isolait cette petite section de trottoir du reste du monde. Il pensa à son modeste appartement, au chauffage capricieux, à la solitude qui l'attendait.
Il pensa à sa propre fille, Marie, qu'il n'avait pas vue depuis des années, et comment il voudrait que quelqu'un l'aide si elle se trouvait dans une situation similaire. « J'habite tout près, » dit-il, se surprenant lui-même de la décision qu'il prenait. « Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai un clic-clac et du chauffage. Vous pourriez... » Il s'arrêta, réalisant comment cela pourrait sonner pour une femme seule, avec un enfant, une nuit comme celle-ci. Élise étudia son visage pendant un long moment, et Jacques resta immobile, ne la laissant voir que la vérité. Un homme d'âge mûr, fatigué et inquiet, offrant de l'aide de la seule manière qu'il connaissait. Les rides autour de ses yeux, ses mains calleuses, visibles sur le volant, la salopette de travail usée sous sa veste, tout cela racontait l'histoire d'une vie simple et honnête. Une plus forte rafale de vent balaya la rue, faisant frissonner violemment Sophie. Le parapluie céda finalement, une de ses baleines se brisant avec un craquement qui sembla résonner dans la nuit. Ce moment, plus que tout autre, parut décider Élise. « Êtes-vous sûr que nous ne serons pas un fardeau ?» Sa voix portait un mélange d'espoir et d'appréhension, comme si chaque mot était soigneusement pesé avant d'être prononcé. « Aucun fardeau, je vous assure, » assura Jacques, sortant de la voiture pour prendre leurs valises. « De plus, ma conscience ne me laisserait pas dormir en sachant que vous étiez toutes les deux dehors par ce temps. » Les valises étaient étonnamment légères quand il les souleva, comme si elles avaient été faites à la hâte avec seulement le strict nécessaire. Il remarqua aussi qu'elles étaient de haute qualité, des bagages chers, bien que montrant des signes d'un usage intensif récent. Un autre détail qui ne collait pas tout à fait au puzzle de qui pouvaient être Élise et Sophie. La marche jusqu'à son appartement fut silencieuse, rompue seulement par le bruit de leurs pas dans la neige fraîchement tombée et la respiration parfois lourde de Sophie, suggérant qu'elle luttait à la fois contre le froid et l'épuisement. Jacques les conduisit à travers des ruelles moins exposées au vent, choisissant soigneusement l'itinéraire le plus abrité. À chaque coin de rue, il remarqua comment Élise regardait par-dessus son épaule, ses yeux verts scrutant les ombres avec une intensité qui parlait d'une peur profonde et réelle. Son immeuble était l'un des plus anciens de la rue, sa façade racontant des décennies de négligence dans ses fissures et ses taches d'eau. La porte d'entrée gémit lorsque Jacques la déverrouilla avec une clé rouillée. Le hall, faiblement éclairé, illuminé par un unique néon vacillant, sentait le moisi et les produits de nettoyage bon marché. « C'est au 3e étage », expliqua-t-il, commençant à monter les escaliers. La faible lumière projetait d'étranges ombres sur les murs écaillés. « L'ascenseur est en panne depuis des mois. »« Je suis désolé, » murmura Élise, disant que ce n'était pas grave, mais Jacques pouvait entendre sa respiration se faire plus lourde à chaque marche. Sophie, toujours accrochée à la main de sa mère, traînait ses petits pieds sur chaque marche, clairement épuisée. Son visage était rouge de froid et sa toux occasionnelle résonnait dans la cage d'escalier vide. Au 3e étage, Jacques s'arrêta devant l'appartement 302, l'une des 4 portes s'ouvrant sur un couloir étroit. Les chiffres en métal étaient de travers et la peinture s'écaillait au coin, mais la serrure était neuve, l'une des rares folies qu'il s'était permises ces dernières années, après qu'une vague de cambriolage dans le quartier l'ait fait reconsidérer sa sécurité. « C'est ici », annonça-t-il en ouvrant la porte. Il faisait sombre à l'intérieur, mais il pouvait sentir le regard évaluateur d'Élise scruter les environs, tandis qu'il cherchait à tâtons l'interrupteur. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud. La lumière révéla un petit salon, propre bien que sobrement meublé. Un clic-clac usé, mais bien entretenu, occupait le mur principal, flanqué d'un vieux fauteuil qui avait appartenu à son père, l'une des rares pièces que Jacques avait gardées après le départ de Catherine. Une modeste télévision reposait sur un support improvisé fait de caisses en bois qu'il avait récupérées au garage et poncées. Au mur, plusieurs photographies en noir et blanc représentaient des voitures de collection et un Jacques plus jeune en train de travailler. C'était plus que de simples décorations. C'étaient des jalons de sa vie, des moments capturés sur papier qui racontaient l'histoire de son garage, de son métier et de qui il était.
L'une des photos, jaunie par le temps, montrait son père le jour de l'ouverture, son sourire fier figé à jamais dans ce moment d'espoir et de promesse. « Nous ne voulons pas vous déranger », commença Élise, mais son estomac la trahit par un gargouillement audible faisant glousser Sophie. Le premier son véritablement enfantin que Jacques avait entendu d'elle. Jacques sourit, sentant une chaleur dans sa poitrine à cette petite étincelle de normalité. « Ce n'est pas un problème du tout. Aimes-tu la soupe de légumes, Sophie ?» Sophie hocha timidement la tête, ne lâchant toujours pas la main de sa mère, bien que ses yeux suivaient les mouvements de Jacques avec une curiosité évidente. Il remarqua qu'elle serrait contre sa poitrine une petite poupée de chiffon, usée par les jeux fréquents, ses traits brodés, presque effacés. Bientôt, l'appartement fut rempli de l'arôme réconfortant de la soupe, mijotant sur la cuisinière. Une recette simple que sa mère lui avait apprise des années auparavant, quand il apprenait à vivre seul après le décès de son père. Les ingrédients étaient basiques, des légumes, un peu de viande, des assaisonnements courants. Mais il y avait quelque chose dans la préparation qui apportait toujours du réconfort, comme si chaque cuillerée portait un peu de l'amour maternel dont il avait si longtemps été privé. Pendant que la soupe chauffait, Jacques prépara le clic-clac avec des draps propres qui sentaient l'adoucissant et mit de côté des couvertures supplémentaires qu'il gardait pour les nuits plus froides. Il trouva également un vieux t-shirt qui pourrait servir de chemise de nuit pour Sophie. C'était simple, mais propre et doux, à force d'être porté. Un instant, il le tint dans ses mains, se souvenant de sa propre fille, portant quelque chose de similaire les nuits, comme celle-ci, il y a si longtemps. Marie aurait presque 20 ans maintenant. La dernière fois qu'il l'avait vue, c'était à son 15e anniversaire, une visite brève et inconfortable dans un café de Deauville. Catherine était là aussi, bien sûr, avec son nouveau mari, le vendeur d'assurance, qui lui promettait une vie que Jacques ne pourrait jamais lui offrir. Marie l'avait à peine regardé dans les yeux ce jour-là, répondant à ses questions par des monosyllabes polis, mais distants. Depuis, leur contact s'était limité à des cartes de vœux et à des SMS occasionnels pour les dates spéciales. Le bouillonnement de la soupe le ramena au présent. Il servit 3 bols, les plaçant sur sa petite table de cuisine, avec du pain qui, bien que n'étant pas frais, était encore bon une fois réchauffé. La vapeur s'élevait des bols, embuant la fenêtre qui donnait sur une rue maintenant complètement blanche de neige. « C'est délicieux », commenta Élise après sa première cuillerée, ses joues retrouvant un peu de couleur grâce à la chaleur du repas. Ses mains tremblaient encore légèrement en tenant la cuillère, mais ses yeux avaient tout perdu une partie de cette tension constante qu'il avait vue quand il les avait trouvés. Sophie mangeait avec appétit, comme si elle n'avait pas eu de repas chaud depuis des jours. Entre 2 cuillerées, elle jetait des regards curieux à Jacques, qui faisait semblant de ne pas remarquer, lui laissant l'espace pour se sentir plus à l'aise. Il y avait quelque chose dans ses gestes qui lui rappelait Marie à cet âge. La même façon de souffler sur la soupe chaude, la même façon de s'essuyer la bouche avec le dos de la main quand elle pensait que personne ne regardait. « Nous allons à Waverly », dit soudain Élise, comme si elle ressentait le besoin de s'expliquer. Sa voix essayait de paraître désinvolte, mais il y avait une tension sous-jacente que Jacques ne manqua pas de remarquer. « Nous avons eu un problème avec notre correspondance. » Jacques hocha la tête sans la presser de détails. Quelque chose dans la façon dont elle disait « problème » suggérait une histoire bien plus complexe, peut-être douloureuse. Des années à réparer des voitures lui avaient appris que parfois, les gens avaient plus besoin d'une compréhension silencieuse que de questions bien intentionnées. Combien de fois avait-il entendu des récits similaires dans son garage, des gens avec des problèmes essayant juste de passer à autre chose, laissant derrière eux des vies qui s'étaient brisées comme des moteurs irréparables. Ils finirent le repas dans un silence confortable, rompu seulement par le cliquetis des cuillères et les bâillements occasionnels de Sophie, qui devenaient de plus en plus fréquents. Ses yeux bleus se fermaient pour de plus longs moments, sa tête basculant légèrement sur le côté avant qu'elle ne se force à se redresser. Élise remarqua la fatigue de sa fille et finit rapidement son propre repas. « Allons te préparer pour le lit, ma chérie », dit-elle doucement, utilisant un ton vraiment maternel pour la première fois depuis que Jacques les avait rencontrés.
Jacques regarda Élise aider Sophie à enfiler le t-shirt emprunté qui atteignait les genoux de la fillette comme une robe improvisée. L'enfant pouvait à peine garder les yeux ouverts pendant le processus, marmonnant quelque chose d'incohérent à propos de sa poupée, qu'elle serrait toujours fermement. En quelques minutes, Sophie dormait profondément sur le clic-clac, sa respiration douce et régulière remplissant le salon d'un rythme apaisant qui, d'une manière ou d'une autre, rendait l'appartement moins solitaire. Élise borda doucement les couvertures autour de sa fille, ses doigts s'attardant sur les boucles dorées étalées sur l'oreiller. « Voulez-vous un thé ?» demanda Jacques à voix basse, ne voulant pas déranger l'enfant endormi. Élise hésita avant d'acquiescer, le suivant dans la petite cuisine. Le silence entre eux pendant que Jacques préparait le thé n'était pas inconfortable. C'était le genre de silence partagé par deux personnes qui, bien qu'étrangères, comprenaient la fragilité de la vie et l'importance des petits gestes de bonté. « Merci », dit-elle finalement, enroulant ses mains autour de la tasse fumante comme pour chercher non seulement sa chaleur, mais aussi une sorte d'ancrage dans la réalité. Pas seulement pour la nourriture et l'abri, mais pour ne pas avoir posé de questions. Jacques regarda la vapeur s'élever de sa propre tasse, pensant à toutes les histoires qu'il avait entendues dans son garage, aux gens qui venaient chercher plus qu'une simple réparation de voiture. « Parfois, » répondit-il doucement, « la plus grande gentillesse est de savoir ne pas demander. » À travers la fenêtre de la cuisine, il pouvait voir la neige tomber encore, maintenant plus doucement, comme si la nuit se calmait. Les lampadaires projetaient des cercles jaunes dans la blancheur extérieure, et de temps en temps, une voiture passait lentement, ses phares fendant l'obscurité comme des lames lumineuses. L'horloge de la cuisine indiquait près de minuit quand Jacques se dirigea finalement vers sa chambre, laissant Élise s'installer sur le clic-clac à côté de sa fille endormie. L'appartement avait plongé dans un silence profond, rompu seulement par le grincement occasionnel de vieilles tuyauteries et le hurlement lointain du vent. Allongé dans son lit, Jacques songeait à la façon dont la vie pouvait changer en quelques heures. Ce matin-là, il n'était qu'un mécanicien solitaire, luttant pour garder son garage ouvert. Maintenant, par un coup du sort, son appartement abritait deux étrangères porteuses de mystères qu'il ne pouvait même pas deviner. Puis il l'entendit. Un murmure bas provenant du salon, si doux qu'il pensa d'abord que c'était le vent. Mais bientôt, il reconnut la voix d'Élise, parlant d'urgence dans un téléphone, faisant de son mieux pour rester calme. « Non, il ne nous a pas trouvés. Nous sommes en sécurité pour l'instant. » Une pause. « Oui, j'ai réussi à en prendre assez avant. »« Non, je ne peux pas dire où nous sommes. » Une autre pause, plus longue. « Je sais que c'est risqué, mais nous n'avions pas le choix. Sophie est épuisée, nous ne pouvions pas continuer. » Jacques essaya de ne pas en écouter davantage, se tournant dans son lit et se couvrant la tête avec l'oreiller. Cette conversation n'était pas destinée à ses oreilles, et moins il en savait, mieux c'était. Pourtant, les quelques mots qu'il avait surpris peignaient un tableau troublant. Qui était-il? De quoi fuyait-elle? Le reste de la nuit passa lentement. Jacques dormit par intermittence, se réveillant plusieurs fois à cause de bruits réels ou imaginaires. Dans ces moments d'éveil, il pensait à sa propre fille, à quel point la vie pouvait être imprévisible et parfois cruelle. Qu'est-ce qui aurait pu forcer Élise à fuir une nuit d'hiver avec un petit enfant? L'aube arriva avec un ciel étonnamment clair. La neige avait cessé pendant la nuit, laissant Valmont recouvert d'un blanc immaculé. Jacques se réveilla au son de mouvements dans la cuisine, des pas doux, le cliquetis de tasses, des voix basses. Quand il sortit de sa chambre, il trouva Élise et Sophie déjà habillées et prêtes, leurs petites valises près de la porte. La cuisine était impeccable, le clic-clac rangé comme si personne n'y avait dormi. « Nous devons partir, dit Élise dès qu'elle le vit, son ton aimable mais décidé. Nous avons déjà trop abusé de votre gentillesse. » Sophie, plus éveillée maintenant et moins timide que la veille, courut lui serrer les jambes. « Merci pour le dîner, tonton Jacques, » dit-elle de sa petite voix, lui serrant le cœur. « Vous n'êtes pas obligé de vous presser, » répondit Jacques, remarquant qu'elles avaient lavé non seulement la vaisselle du petit déjeuner, mais aussi les casseroles de la veille.
Je pourrais vous conduire à la gare routière si vous voulez. Vous êtes très gentil, l'interrompit Élise en tenant la main de sa fille. Mais nous avons déjà appelé un taxi. C'est mieux ainsi. Ses yeux évitaient les siens, comme si elle avait peur qu'il puisse y lire des secrets qui devaient rester cachés. Jacques remarqua que ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait le manteau de Sophie. Il y avait quelque chose dans sa manière qui suggérait l'urgence, un besoin de partir avant. Mais avant quoi? Prenez au moins ça, insista-t-il, sortant quelques billets de son portefeuille. Ce n'était pas grand-chose, il était lui-même en difficulté, mais il ne pouvait pas les laisser partir les mains vides. « Non, s'il vous plaît », refusa fermement Élise, le regardant enfin dans les yeux. « Vous en avez déjà fait plus qu'assez. » Elle hésita, comme si elle pesait ses prochains mots avec soin. « Il y a encore de bonnes personnes dans ce monde, Jacques. Vous en êtes une. » Un coup de klaxon retentit en bas. Le taxi était arrivé. Élise attrapa les valises avec une rapidité exercée, tandis que Sophie serrait sa poupée inséparable. En quelques minutes, elles descendirent les escaliers, leurs pas résonnant dans la cage d'escalier vide. Jacques les suivit jusqu'à l'entrée de l'immeuble, les regardant monter dans le taxi. À travers la vitre de la voiture, Sophie fit un signe de la main, son petit visage éclairé par un sourire qui, un instant, dissipa toutes les ombres de la nuit précédente. Élise hocha simplement la tête, ses yeux verts rencontrant les siens une dernière fois, un regard transmettant plus de gratitude que les mots ne pourraient jamais l'exprimer. Le taxi s'éloigna, disparaissant au coin de la rue, emportant avec lui ses mystérieuses passagères. La neige de la nuit précédente commençait déjà à fondre sous le soleil du matin, s'écoulant dans les caniveaux. La ville se réveillait lentement, reprenant sa routine, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Mais quelque chose d'extraordinaire s'était produit, pensa Jacques en remontant dans son appartement. Par une nuit d'hiver ordinaire, pour un bref instant, sa vie solitaire s'était entremêlée à celle de deux fugitives, fuyant quoi, ou qui, il ne le saurait probablement jamais. En entrant chez lui, il aperçut quelque chose sur la table de la cuisine. Un dessin fait par Sophie sur un morceau de papier. Il montrait une simple maison avec 3 silhouettes souriantes devant. Une grande, vraisemblablement lui, et 2 plus petites, clairement Élise et Sophie. Dans le coin, en lettres d'enfant soigneusement tracées, on pouvait lire « Pour tonton Jacques, avec amour ». Jacques ramassa le dessin avec soin, un sourire doux amer sur les lèvres, et l'épingla sur le réfrigérateur avec un aimant. Ses yeux tombèrent sur l'horloge. Dans 2 heures, il devrait ouvrir le garage, faire face à une autre journée de soucis financiers et d'incertitudes. Mais quelque chose avait changé. La solitude qui se sentait autrefois suffocante était maintenant adoucie par une nouvelle perspective. Ses propres luttes semblaient plus petites comparées aux mystères et aux peurs que portaient Élise et Sophie. Le bruit d'une voiture passant lentement à l'extérieur attira son attention. C'était un véhicule sombre, aux vitres teintées, différent du taxi qui avait emmené ses invités. Le conducteur ralentit en passant devant l'immeuble, et un instant, Jacques sentit un frisson lui parcourir l'échine. En regardant la voiture disparaître au loin, Jacques ne pouvait imaginer que cette froide nuit d'hiver n'était que le début, que son acte de bonté, apparemment simple et isolé, était en fait le premier chapitre d'une histoire bien plus vaste. Une histoire qui lui montrerait que parfois, les anges ne viennent pas avec des ailes et des auréoles, mais avec des valises abîmées et des yeux effrayés, cherchant un abri contre les tempêtes, littérales et métaphoriques. L'horloge continuait son tic-tac régulier, marquant le début d'une nouvelle journée. Mais pour Jacques, c'était plus que ça. C'était le début de quelque chose de nouveau, même s'il ne pouvait pas encore dire quoi. Tenant le dessin de Sophie comme un talisman d'espoir, il se prépara à affronter une autre journée au garage, emportant avec lui le mystère de cette nuit d'hiver et la certitude que parfois, les plus grands cadeaux arrivent déguisés en rencontres fortuites dans une tempête de neige. Le garage semblait plus silencieux que d'habitude cet après-midi-là. Le dessin de Sophie, que Jacques avait ramené de chez lui et discrètement épinglé dans un coin de son bureau,
était la seule touche de couleur parmi les outils soigneusement alignés et la pile de factures en retard. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait abrité Élise et sa fille, mais leurs souvenirs étaient encore aussi vifs que l'arôme de la soupe dans son appartement. « Dernier avis », murmura-t-il, passant ses doigts calleux sur le tampon rouge qui marquait une autre facture impayée. La banque avait appelé ce matin-là, la voix du directeur oscillant entre une sympathie de circonstance et une fermeté professionnelle. Les chiffres ne mentaient pas. En quelques semaines, peut-être quelques jours, il devrait prendre une décision finale concernant l'avenir du garage. Le dernier client de la journée était parti une demi-heure plus tôt, laissant derrière lui le paiement d'une réparation mineure qui couvrait à peine le coût des pièces. Jacques regarda le billet froissé dans sa main, se demandant combien de temps encore il pourrait garder les portes ouvertes et poursuivre l'héritage que son père avait bâti avec tant de sueur. Le carillon de la porte le tira de ses pensées. Pendant un bref et absurde instant, son cœur s'accéléra, pensant à Élise et Sophie. Mais la silhouette qui entra ne pouvait être plus différente. Un homme grand, impeccablement vêtu d'un costume gris qui coûtait probablement plus cher que tout l'équipement du garage. « Monsieur Jacques Dubois ?» demanda l'homme, son ton poli portant l'accent raffiné d'une grande ville. Il tenait une mallette en cuir italien, complétant une image de sophistication qui semblait déplacée au milieu de la graisse et des outils. « Oui », répondit Jacques automatiquement, s'essuyant les mains sur le chiffon qu'il gardait toujours dans la poche de sa salopette. Une tache d'huile sur sa joue le rendit brusquement conscient de sa propre apparence. Philippe Lemaire, de Lemaire et Associés, à Paris, se présenta à l'homme, offrant une carte de visite aussi élégante que sa tenue. « Je suis ici pour une affaire de la plus haute importance à discuter avec vous. » Jacques indiqua la seule chaise libre dans le petit espace administratif, dégageant rapidement quelques factures du bureau improvisé. Le maire s'assit avec la grâce exercée de quelqu'un habitué à des cadres bien plus raffinés. « Monsieur Dubois, je suis ici en tant que représentant légal d'un client qui souhaite rester anonyme, » commença-t-il, ouvrant sa mallette et en sortant quelques documents. « Ce client a exprimé le désir de faire une donation substantielle à votre établissement. » Jacques cligna des yeux, certain d'avoir mal entendu. « Une donation ? » ?»« Précisément. » Le maire ajusta ses lunettes à monture dorée. « Le montant en question est de 2 millions d'euros. » Le silence qui suivit fut si dense que Jacques pouvait entendre le tic-tac de cette même vieille horloge que son père avait installée des décennies auparavant. Son esprit tentait de saisir ce nombre, livré avec tant de désinvolture. « Vous devez vous tromper », parvint-il finalement à dire. « Pourquoi quelqu'un ?»« Il n'y a pas d'erreur, monsieur Dubois », l'interrompit doucement le maire, faisant glisser un document sur le bureau. « Tous les papiers sont en règle. Le transfert peut être effectué dès que vous signerez les formulaires nécessaires. » Jacques prit le document avec des mains tremblantes. Les mots semblaient danser devant ses yeux, des termes juridiques, des clauses, des chiffres qui semblaient irréels. Son regard dériva vers le dessin de Sophie, et, un instant fugace, un soupçon traversa son esprit. Le donateur souhaite vraiment rester anonyme ? C'est non négociable, répondit le maire, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Le client a été très clair à ce sujet. Jacques retourna son attention sur les papiers. Parmi les termes juridiques et les chiffres ahurissants, une ligne attira son attention. En reconnaissance d'actes de bonté désintéressés et pour la préservation des valeurs humaines fondamentales. Pourquoi moi ? La question lui échappa avant qu'il ne puisse la retenir. Le maire s'autorisa un petit sourire. Mon client pense qu'il y a des gens qui méritent une seconde chance. Des gens qui maintiennent en vie certaines valeurs que notre société moderne semble avoir oubliées. L'avocat sortit un stylo Montblanc de la poche intérieure de sa veste, le tendant à Jacques. Le choix vous appartient, bien sûr, mais permettez-moi de noter que des opportunités comme celle-ci se présentent rarement 2 fois dans une vie. Jacques regarda autour de lui dans le garage. Les outils soigneusement organisés que son père lui avait appris à respecter, les taches d'huile sur le sol qui racontaient des histoires de réparations innombrables,
les photos sur les murs documentant une vie dédiée à aider les gens à continuer leur route. Il pensa à Élise et Sophie, à la façon dont un simple acte de bonté pouvait créer des ondes bien au-delà de sa compréhension. Avec une clarté qui le surprit lui-même, il réalisa que peu importait qui était derrière ce don. Ce qui importait, c'était ce qu'il en ferait. « Où dois-je signer ?» demanda-t-il en prenant le stylo. Le maire le guida avec expertise à travers le processus, indiquant où signer avec la précision de quelqu'un qui avait passé sa vie à traiter des documents importants. Quand ils eurent fini, l'avocat replaça les papiers dans sa mallette, aussi soigneusement qu'un joaillier manipulant des pierres précieuses. « Les fonds seront disponibles sur votre compte d'ici 48 heures, l'informa Jacques en se levant. Mon cabinet vous contactera pour vous aider avec toutes les questions administratives ou fiscales. » Avant de partir, le maire s'arrêta à la porte, jetant un dernier regard à Jacques. « Vous savez, monsieur Dubois, dans mon métier, il est rare de participer à quelque chose de véritablement bon. C'est l'un de ces rares moments. » L'écho de la porte se fermant résonna dans le garage vide. Jacques resta assis, fixant la carte de visite dans sa main et le dessin de Sophie sur le bureau. Dehors, la lumière du soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres à travers les fenêtres poussiéreuses, transformant le garage en un kaléidoscope de lumière et d'ombre. Quelque part en ville, pensa-t-il, peut-être qu'Élise et Sophie étaient en sécurité maintenant, allant de l'avant avec leur vie. Il ne serait jamais certain s'il y avait un lien entre cette nuit de neige et ce qui venait de se passer. Et peut-être que c'était mieux ainsi. La vieille horloge continuait de tic-taquer régulièrement, le même son qui avait accompagné ses journées depuis l'enfance. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce son ne portait plus le poids de l'inquiétude. Au lieu de cela, il semblait marquer le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qui allait bien au-delà de la simple sauvegarde d'un garage. Jacques se leva lentement, se dirigea vers le mur où la photo de son père souriait en noir et blanc. « Tu as toujours dit qu'aider les gens à continuer leur route était plus important que de simplement réparer des voitures, » murmura-t-il à l'image. « Je crois que je comprends enfin ce que tu voulais dire, papa. » Avec une profonde inspiration, il retourna à son bureau et commença à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps, planifier l'avenir. Des idées prirent forme dans son esprit sur la façon d'utiliser ce cadeau inattendu, non seulement pour sauver le garage, mais pour le transformer en quelque chose de plus, quelque chose que son père serait fier de voir. Le dessin de Sophie restait tranquillement dans le coin du bureau, ses personnages souriant témoins du moment où la vie d'un mécanicien solitaire avait changé pour toujours. L'horloge du garage indiquait 20h47 lorsque Jacques plaça finalement les documents laissés par Philippe Lemaire dans sa propre mallette en cuir usé. Ses mains, calleuses après des décennies de travail mécanique, tremblaient légèrement en fermant le loquet métallique. 2 millions. Le chiffre valsait dans son esprit, impossible à traiter complètement. Le garage, habituellement si familier, semblait différent cette nuit-là. Les ombres projetées par les outils suspendus dansaient étrangement sous les néons vacillants. L'odeur d'huile et de métal, normalement un parfum réconfortant pour Jacques, semblait presque écrasante. Ou peut-être ses sens étaient-ils exacerbés par le choc de la nouvelle. La carte de visite de l'avocat pesait dans sa poche comme du plomb, bien qu'elle ne soit que du papier. Jacques la sortit à nouveau, passant ses doigts sur les lettres en relief. Philippe Lemaire et associé. L'adresse parisienne en écriture élégante aurait aussi bien pu appartenir à un autre univers, un univers de bureaux de luxe et de décisions qui changent une vie, si éloigné de sa réalité de clés à molette et de moteurs cassés. Lorsqu'il sortit, la nuit était complètement tombée sur Valmont. Le vent du début du printemps portait les derniers vestiges de l'hiver, le forçant à resserrer sa veste usée. Sa vieille Peugeot 205 attendait à sa place habituelle, sa peinture délavée reflétant les lampadaires avec un éclat mélancolique. La voiture protesta comme d'habitude au démarrage, le moteur toussant 2 fois avant de prendre. Jacques sourit intérieurement. Malgré toute la richesse promise, son compagnon de longue date restait le même.
C'était peut-être un signe, pensa-t-il, que certaines choses ne devraient jamais changer, peu importe la taille d'un compte en banque. Le trajet jusqu'à la maison n'avait jamais semblé si long. Chaque feu rouge était une occasion pour son esprit de vagabonder, de remettre en question la réalité de ce qui s'était passé. Les rues familières de Valmont défilaient comme un film au ralenti, chaque vitrine familière semblant maintenant différente sous l'éclat de ces circonstances changées. Il passa devant la boulangerie Moreau, où il achetait son pain chaque matin. Ferait-il encore cela maintenant qu'il était millionnaire? Le café Maurice, où il prenait son petit déjeuner depuis 2 décennies. Comment serait-ce d'y entrer, en sachant qu'il pourrait acheter l'endroit tout entier, s'il le voulait? L'ancienne filature, barricadée, ses fenêtres brisées comme des yeux vides, observant la nuit. Combien d'histoires comme celle-là pourraient être évitées avec le bon investissement au bon moment? Dans son appartement, Jacques ne pouvait pas dormir. Assis à la table de la cuisine avec une tasse de café refroidissant, il étala plusieurs feuilles de papier et commença à faire des calculs. Des chiffres sur des chiffres, des possibilités infinies se déroulant devant lui comme un jeu de tarot, chacune promettant un avenir différent. 2 millions d'euros, assez pour sauver le garage, le moderniser complètement et laisser encore une petite fortune. Mais avec l'argent venaient les responsabilités, les décisions, les changements inévitables. Comment gérer tout cela? Comment préserver l'essence de ce que son père avait construit tout en naviguant dans des eaux si peu familières? « Que ferais-tu, papa » murmura-t-il dans le silence de l'appartement, les yeux fixés sur le dessin de Sophie, toujours épinglé au frigo. Les 3 personnages souriants semblaient le regarder, comme s'il gardait un secret qu'il ne pouvait tout à fait déchiffrer. Inévitablement, il pensa de nouveau à Élise et Sophie. Pourrait-il y avoir un lien entre cette nuit de neige et ce changement soudain dans sa fortune? Le timing était trop coïncident pour être ignoré. Mais s'il y avait bien un lien, pourquoi le secret? Pourquoi un tel mystère? Au fur et à mesure que la nuit avançait, les pensées de Jacques s'approfondirent. Il se souvint des mots d'Élise au téléphone. « Non, il ne nous a pas trouvés. Nous sommes en sécurité pour l'instant. » Qui était-il? Et plus important encore, cet argent faisait-il partie de quelque chose de plus grand dans lequel il ne devrait pas être impliqué? Puis ses yeux tombèrent sur la photo de son père, ce sourire confiant suspendu dans le temps, et Jacques sentit une certitude s'agiter dans sa poitrine. Pierre Dubois disait toujours que les opportunités se présentaient souvent déguisées en défis, et que la clé était de garder son cœur ouvert et son esprit clair. Si cet argent était d'une manière ou d'une autre lié à Élise et Sophie, c'était peut-être l'univers qui lui donnait une chance de faire encore plus de bien, d'aider plus de gens. Le matin trouva Jacques toujours à la table de la cuisine, les papiers maintenant couverts de notes, de croquis et de plans. Son café avait depuis longtemps refroidi, formant un anneau brun sur la nappe, une horloge improvisée marquant son insomnie productive. En entrant dans le garage ce jour-là, Jacques sentit un changement dans l'atmosphère de la ville. C'était peut-être juste ses propres nerfs, mais il aurait juré que les gens le regardaient différemment. La nouvelle de son soudain changement de fortune semblait s'être répandue comme une traînée de poudre. « J'ai entendu dire que tu as eu une visite intéressante hier », mentionna Maurice avec désinvolture lorsque Jacques s'arrêta pour son petit déjeuner habituel. Le ton du propriétaire du café était nonchalant, mais ses yeux brillaient d'une curiosité à peine masquée. « Un avocat de Paris, c'est ça ?» Jacques remua lentement son café, choisissant ses mots avec soin. « Juste quelques affaires juridiques à régler », répondit-il vaguement, réalisant pour la première fois à quel point il serait difficile de maintenir sa vie privée dans une ville où tout le monde se connaissait. La cloche de la porte du café tinta alors que d'autres clients entraient, et Jacques sentit le poids de leurs regards. Les murmures. Dans une petite ville comme Valmont, les nouvelles voyageaient plus vite que n'importe quelle technologie moderne. D'ici la fin de la journée, il y aurait probablement une douzaine de versions différentes de sa soudaine manne financière. De retour dans son garage, il se surprit à regarder ses outils avec des yeux neufs.
Chaque clé usée, chaque pince au poignet scotché racontait une histoire d'années de travail dévoué, de service honnête. Mais maintenant, avec la promesse de millions, elle symbolisait un passé qui devrait évoluer. Le premier catalogue d'équipements modernes arriva par la poste cet après-midi-là. Il l'avait demandé des semaines auparavant, alors qu'il espérait encore un petit prêt pour faire quelques modestes améliorations. Maintenant, en feuilletant les pages glacées, il n'avait plus à se limiter à rêver. Ponts élévateurs ultramodernes, systèmes de diagnostic informatisés, outils spécialisés pour les voitures hybrides et électriques, tout était désormais à sa portée. Mais chaque page tournée apportait de nouvelles préoccupations. Il ne s'agissait pas seulement d'acheter du nouvel équipement, il s'agissait d'apprendre à l'utiliser, de former des gens, de restructurer toute la disposition du garage. La modernisation dont il rêvait se profilait maintenant comme un défi beaucoup plus grand que de simplement signer des chèques. « Nous devons commencer petit », se dit-il, marquant les articles les plus urgents avec un crayon. Un nouveau pont élévateur pour remplacer celui qui gémissait à chaque utilisation, un système de diagnostic informatique de base pour cesser de perdre des clients au profit des chaînes, et quelques outils spécialisés pour les modèles de voitures plus récents qui arrivaient plus fréquemment. Au cours de cet examen méticuleux, la première proposition arriva. Un fournisseur de pièces qui n'avait jamais pris la peine de travailler avec son petit garage offrait maintenant des conditions spéciales, des remises extraordinaires, des délais de paiement prolongés. Le représentant, dans son costume sur mesure et son sourire commercial, agissait comme s'ils avaient été amis de longue date. « Pensez-y comme un investissement mutuel dans notre avenir, Monsieur Dubois, » dit l'homme en faisant glisser une proposition de contrat sur le bureau. « Maintenant que vous élargissez vos horizons. » Le ton condescendant n'échappa pas à Jacques. C'était le même ton que ses représentants avaient utilisé pendant des années pour le repousser, disant que son garage était trop petit pour justifier leur attention. Maintenant, attirés par l'odeur de l'argent, ils arrivaient comme des abeilles sur du miel. Jacques prit le contrat dans ses mains calleuses, lisant chaque ligne avec le même soin qu'il utilisait pour diagnostiquer un moteur problématique. Les conditions semblèrent bonnes, trop bonnes. Cachées parmi les paragraphes techniques se trouvaient des clauses d'exclusivité, des pénalités cachées qui semblaient anodines, mais avaient des dents. « J'aurai besoin d'un peu de temps pour examiner ça », dit-il en rendant le document. Le représentant ne put cacher complètement sa déception, s'attendant clairement à une signature immédiate, mais imaginant peut-être que la richesse soudaine de Jacques avait émoussé son bon sens. Les semaines suivantes apportèrent un flot constant de vendeurs, de représentants et de consultants de toutes sortes. Chacun avait une proposition différente, une idée révolutionnaire ou un plan infaillible pour transformer le garage Dubois en une puissance nationale. Certains arrivaient en voiture de luxe, d'autres transportant des mallettes débordant de graphiques colorés et de projections optimistes. L'un d'eux, un jeune consultant en affaires fraîchement diplômé d'un MBA et à l'accent citadin soigneusement travaillé, passa 2 heures à expliquer comment Jacques pourrait transformer son garage en une franchise nationale. « Vous pourriez avoir 50, peut-être 100 succursales en 5 ans, déclara-t-il, débordant d'enthousiasme pour les chiffres qu'il imaginait sur son propre compte en banque. Nous standardiserions tout, créerions une marque forte, nous étendrions à d'autres villes. Jacques écouta patiemment, tout comme il avait écouté les problèmes des clients pendant des années. Mais quelque chose en lui le rendait prudent. Les mots de son père résonnaient dans sa mémoire. Un mécanicien honnête vaut plus qu'un garage plein d'outils brillants. C'est lors d'une de ses visites que le premier signe tangible de changement arriva au garage. Un grand camion se gara à l'extérieur un mardi matin, livrant le nouveau pont élévateur que Jacques avait commandé. L'installation attira une petite foule de badauds, des voisins, d'anciens clients, même quelques concurrents, observant de loin avec des expressions impénétrables. « C'est vrai que vous transformez cet endroit en franchise ?» demanda quelqu'un dans la foule pendant que les techniciens installaient l'équipement. « J'ai entendu dire qu'il démolit tout pour construire un endroit tout neuf, » dit un autre. « Il doit y avoir un grand groupe d'investisseurs derrière ça, hein ?» Jacques sourit simplement et secoua la tête,
se concentrant sur l'installation pour s'assurer que tout était fait correctement. Le nouveau pont n'était que le début. Il avait déjà commandé un système de diagnostic informatisé et quelques outils spécialisés. Pourtant, il faisait chaque achat de manière réfléchie, chaque changement planifié, aussi soigneusement qu'il aborderait les réparations de moteurs les plus délicates. Avec le nouvel équipement venait une nouvelle réalité. Il avait besoin d'aide. Il ne pouvait plus tout gérer seul, surtout avec une technologie de pointe nécessitant des connaissances spécialisées. L'embauche d'employés s'avéra être l'une de ses décisions les plus difficiles jusqu'à présent, non seulement pour des raisons pratiques, mais pour ce que cela signifiait de modifier sa routine solitaire. La première embauche fut Marc, son neveu, qui insistait depuis longtemps pour travailler au garage. Avec un diplôme en génie mécanique et une expertise en électronique automobile, il était essentiel pour gérer les nouveaux systèmes. Jacques se souvenait de Marc enfant, jouant avec des petites voitures sur le sol du garage, pendant que son père travaillait. Maintenant, à 25 ans, il apportait non seulement des compétences techniques, mais aussi un enthousiasme contagieux pour l'avenir. Vint ensuite Antoine, un jeune apprenti du lycée technique local, plein d'énergie et désireux d'apprendre. Jacques l'avait rencontré par hasard lorsque le garçon s'était arrêté à la recherche d'un stage potentiel. Il y avait quelque chose dans les yeux d'Antoine, un mélange de détermination et d'humilité, qui rappelait Jacques à lui-même des décennies plus tôt. Enfin, Claire, une assistante administrative recommandée par un ancien client, rejoignit l'équipe pour gérer la paperasse croissante. À 45 ans, divorcée avec 2 enfants à l'université, elle apportait une précieuse expérience de la vie et un talent méthodique pour organiser les tâches. Son approche pratique devint bientôt indispensable au fonctionnement quotidien du garage. « Tu changes toute l'allure de la rue », commenta Maurice quelques semaines plus tard lorsque Jacques passa pour son café du matin. En effet, la transformation était évidente. La façade du garage avait été rénovée, bien que Jacques ait insisté pour conserver l'ancienne enseigne, se contentant de restaurer ses couleurs. Les fenêtres étaient maintenant propres et lumineuses, permettant aux passants d'apercevoir le nouvel équipement étincelant à l'intérieur. Mais tous les changements n'étaient pas visibles ou positifs. Avec la croissance vinrent les premiers conflits. Le printemps était enfin arrivé à Valmont, transformant la ville en une mosaïque de couleurs et de parfums. Les arbres bordant la rue près du garage de Jacques portaient de délicates fleurs, leurs branches se balançant doucement dans la brise douce. C'était un matin comme beaucoup d'autres, ou du moins c'est ce qu'il semblait, jusqu'à ce que le carillon de la porte retentisse d'une manière qui allait tout changer une fois de plus. Jacques s'était penché sur le nouveau système de diagnostic, essayant d'interpréter un ensemble de codes d'erreur particulièrement complexes sur une BMW récente, lorsque Claire attira son attention. « Monsieur Dubois, il y a 2 clientes ici qui demandent à vous voir. » Quelque chose dans le ton de Claire le fit lever les yeux immédiatement. Elle l'interrompait rarement pendant un diagnostic, à moins que ce ne soit vraiment important. S'essuyant les mains sur le chiffon omniprésent, Jacques se dirigea vers la réception rénovée, mais toujours accueillante. C'est alors que son cœur faillit s'arrêter. Debout, près du comptoir, se trouvaient 2 personnes qu'il n'avait jamais oubliées, Élise et Sophie. Mais elles n'étaient plus les mêmes que la nuit où il les avait recueillies de la tempête. Leur transformation était remarquable. Élise portait un élégant tailleur bleu marine, ses cheveux sombres autrefois en désordre, maintenant parfaitement coiffés, encadrant un visage qui, bien que portant encore des traces d'inquiétude, rayonnait d'une nouvelle confiance sereine. À côté d'elle se tenait Sophie, maintenant un peu plus grande, dans une robe à fleurs et des chaussures en cuir verni. Ses boucles dorées étaient soigneusement attachées avec un ruban de satin, et ses yeux bleus, autrefois si craintifs, brillaient maintenant d'une vitalité enfantine. « Monsieur Jacques » réagit Sophie la première, courant vers lui les bras ouverts, toute semblance de formalité oubliée dans son enthousiasme enfantin. Jacques s'agenouilla pour la serrer dans ses bras, remarquant qu'elle portait toujours la même poupée de chiffon, maintenant visiblement restaurée, mais indéniablement la même compagne de cette nuit mémorable. « Tu as gardé mon dessin »
s'exclama Sophie, montrant le mur derrière le comptoir, où le dessin qu'elle avait fait était maintenant encadré dans un cadre simple mais élégant. « Bien sûr que je l'ai gardé, » répondit Jacques, la voix épaisse d'émotion. « C'est l'un de mes biens les plus précieux. » Élise s'approcha alors, le claquement de ses talons résonnant sur le nouveau sol du garage. Son parfum était subtil mais sophistiqué, à des mondes de l'odeur de peur et d'épuisement qui l'avait entouré cette nuit de neige. « Jacques, dit-elle simplement, tendant la main. Mais au lieu de la serrer, Jacques l'attira dans une brève et chaleureuse étreinte. « C'est bon de vous voir toutes les deux, dit-il, conscient que ses employés observaient la scène avec une curiosité non dissimulée. « Allons dans mon bureau. » Le bureau de Jacques était l'un des rares espaces du garage qui conservait sa simplicité d'origine, bien qu'il dispose désormais d'un équipement informatique moderne et de la climatisation. Les murs portaient encore les mêmes vieilles photographies, y compris celles de son père le jour de l'ouverture. « Vous n'avez rien changé, » observa Élise en balayant la pièce du regard avec un sourire nostalgique. « Certaines choses n'ont pas besoin de changer, » répondit Jacques, leur indiquant des chaises. « Mais vous deux, vous êtes magnifiques. » Élise hocha la tête, installant Sophie sur ses genoux. « Nous le sommes vraiment. En fait, Jacques, je suis venu pour 2 raisons. D'abord, pour vous dire merci, et ensuite, pour expliquer. » Jacques leva la main. « Vous ne me devez aucune explication. »« Si, » insista Élise, « surtout après. » Elle fit un vague geste vers le garage rénové, visible à travers la fenêtre du bureau, après tout. Et ainsi, Élise commença son histoire. Sophie jouait distraitement avec sa poupée, apparemment inconsciente de la conversation des adultes, bien que levant occasionnellement les yeux avec un vif intérêt. « Mon vrai nom est Élise Moreau, » commença-t-elle. « Je suis, ou j'étais, PDG de Moreau Technologies, l'une des plus grandes entreprises de logiciels de cybersécurité du pays. » Elle fit une pause, observant la réaction de Jacques. « Vous n'en avez probablement jamais entendu parler, mais nos systèmes protègent certaines des plus grandes entreprises d'Amérique. » Jacques hocha lentement la tête. Le nom Moreau lui semblait vaguement familier, peut-être d'un article de journal quelque part. « Il y a 2 ans, j'ai découvert des divergences dans nos comptes. Au début, je pensais que c'était des erreurs, mais plus j'enquêtais, plus je réalisais que je faisais face à quelque chose d'énorme. » Élise baissa la voix, bien qu'ils fussent seuls. Mon ex-mari, Henri, qui était le directeur financier, était impliqué dans du blanchiment d'argent à grande échelle. Il utilisait notre entreprise comme façade pour des opérations douteuses. Sophie se blottit plus près de sa mère, comme si elle sentait la tension dans ses paroles. Élise caressa automatiquement les cheveux de sa fille, le geste offrant du réconfort autant à elle-même qu'à Sophie. Quand j'ai confronté Henri, il n'a pas bien réagi. Il a menacé de m'enlever Sophie, d'utiliser ses relations pour me détruire, professionnellement, légalement. Il avait des contacts puissants, des gens qui feraient n'importe quoi pour de l'argent. Elle prit une profonde inspiration. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais. J'ai rassemblé toutes les preuves que j'ai pu trouver, je les ai envoyées aux autorités par des canaux sécurisés. J'ai pris Sophie et je me suis enfui. Jacques se souvint de la nuit où il les avait trouvés, debout dans la neige, avec seulement 2 petites valises. Cela avait maintenant du sens, pourquoi leurs bagages semblaient faits à la hâte, et pourquoi Élise regardait constamment par-dessus son épaule. « J'ai passé des mois à me cacher, » continua-t-elle, me déplaçant de ville en ville, séjournant sous des noms d'emprunt dans des motels bon marché. Henri avait des ressources, des gens qui nous cherchaient. C'est comme ça que nous avons atterri à Valmont cette nuit de neige. Notre argent était presque épuisé, la voiture était tombée en panne à des kilomètres de là, et Sophie avait de la fièvre. « Et puis vous êtes apparu, » l'interrompit soudain Sophie, détournant les yeux de sa poupée. « Comme un ange, » a dit maman. Jacques sentit ses joues s'empourprer. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. »« Non, » secoua la tête Élise avec emphase. « Pas tout le monde n'ouvrirait sa maison à 2 étrangères une nuit d'hiver. Pas tout le monde n'offrirait de l'aide sans question ni exigence. Vous nous avez donné plus qu'un toit cette nuit-là, Jacques.
Vous nous avez donné de l'espoir. » Elle fit une pause, sortant une enveloppe de sa mallette en cuir. « Les autorités ont finalement agi sur la base des preuves que j'ai fournies. Henri est en prison, ainsi que plusieurs de ses associés. L'entreprise a subi une refonte complète et j'ai repris le contrôle il y a 6 mois. » Jacques regarda l'enveloppe dans ses mains, un soupçon se formant dans son esprit. « Le don, dit-il simplement. » Élise hocha la tête. « C'était le moins que je puisse faire. Quand j'ai repris le contrôle, l'un de mes premiers actes a été de trouver un moyen de rembourser ce que je devais. Mais cela devait être discret, par des intermédiaires. Il y avait encore, et il y a toujours, des gens dangereux. 2 millions d'euros, c'est bien plus qu'un simple merci, observa Jacques. C'est un investissement, corrigea Élise. Un investissement dans la bonté, dans la décence, dans tout ce que vous représentez. Regardez ce que vous en avez fait. Modernisez votre entreprise, créez des emplois, restez fidèle à vos principes. Vous avez prouvé que j'avais raison de croire en vous. » Sophie glissa des genoux de sa mère et se dirigea vers le mur où se trouvait la photo du père de Jacques. « Il a l'air gentil, » dit-elle en montrant l'image. « Il l'était, » répondit doucement Jacques. « Il m'a tout appris sur ce que c'est d'être un bon mécanicien et une personne décente. »« Et vous avez honoré cet enseignement, » dit Élise. « Mais je ne suis pas venu ici juste pour expliquer et remercier. J'ai une proposition, Jacques. » Elle ouvrit de nouveau sa mallette, sortant un autre jeu de documents. Morrow Technologies se développe dans les systèmes de sécurité automobile. Nous avons besoin de partenaires de confiance, des ateliers de réparation qui peuvent servir de centre d'excellence pour l'installation et la maintenance de ces systèmes. Jacques prit les documents, les feuilletant. C'étaient des spécifications techniques avancées, des plans d'expansion et des propositions de partenariat. « Je ne demande pas une réponse immédiate, » continua Élise. « Je sais que c'est une décision importante, mais j'aimerais que vous y réfléchissiez. Votre garage pourrait être notre premier partenaire officiel en dehors de Paris. » Sophie, de retour aux côtés de sa mère, leva sa poupée. « Regarde, tonton Jacques, Margot est toute réparée. Maman l'a fait réparer, comme tu répares les voitures. » Jacques sourit à l'enfant, remarquant les coutures soignées sur la poupée. Les mêmes patchs, mais maintenant renforcés par des points nets. Sa robe nettoyée et repassée. Ses cheveux en laine peignés. « Certaines choses n'ont pas besoin d'être remplacées, » dit-il. « Elles ont juste besoin de soins et d'attention pour continuer. » Élise sourit, comprenant la métaphore. « Exactement. C'est pourquoi je vous veux comme partenaire, Jacques. Vous appréciez la valeur des choses et des gens. Ce n'est pas que du business. » Le reste de la matinée passa rapidement, rempli de discussions techniques sur le partenariat proposé et de moments plus légers. Sophie insista pour faire un nouveau dessin à accrocher à côté de l'ancien, celui-ci représentant le garage modernisé avec son nouvel équipement. Ses compétences artistiques s'étaient considérablement améliorées, mais conservaient toujours ce charme doux et enfantin. Quand ils se dirent enfin au revoir, il était presque l'heure du déjeuner. Un chauffeur les attendait à l'extérieur dans une voiture discrète, mais élégante. « On se verra plus souvent, » promit Sophie en faisant un autre câlin à Jacques. « Maman dit qu'on déménage tout près. » Élise confirma d'un signe de tête. « Nous avons acheté une maison en banlieue. Valmont semble être un bon endroit pour commencer une nouvelle vie. Vous ne trouvez pas ?» Jacques les regarda monter dans la voiture, Sophie faisant des signes enthousiastes par la fenêtre jusqu'à ce qu'ils disparaissent au coin de la rue. Le garage semblait différent maintenant, comme si leur retour fermait un cercle, complétant une histoire commencée cette nuit de neige. Claire apparut à ses côtés, tenant une tasse de café. « Alors, c'était elle, » dit-elle simplement. Ce n'était pas une question. « Oui, » répondit Jacques en prenant la tasse. « C'était elle. Et le don ?» Jacques sourit en sirotant le café. « Certaines histoires sont mieux gardées dans le cœur, Claire. » En retournant au travail, Jacques sentit quelque chose changer en lui. Les doutes qui le hantaient encore parfois sur ses décisions, sur l'avenir du garage, s'étaient dissipés. Le retour d'Élise et Sophie n'était pas seulement la fin d'un chapitre,
Il confirmait qu'il avait fait les bonnes choses, que la bonté et l'intégrité avaient encore leur place dans le monde des affaires. Le nouveau dessin de Sophie trouva bientôt sa place à côté de l'ancien sur le mur de la réception, racontant tranquillement une histoire de transformation, non seulement du garage, mais de toutes les vies qui s'étaient entremêlées cet hiver mémorable. Et alors que Jacques retournait son attention vers la BMW en attente de diagnostic, il sut que son garage était devenu plus qu'une simple entreprise. C'était un témoignage vivant de la façon dont un simple acte de compassion pouvait déclencher des vagues de changement, atteignant bien au-delà de leurs origines. L'avenir s'étendait maintenant devant lui comme une route nouvellement pavée, pleine de possibilités, mais ancrée par les valeurs qui l'avaient guidé depuis toujours. Quelque part sur cette route, il savait qu'il y aurait d'autres histoires à raconter, d'autres vies à toucher, d'autres raisons de croire que parfois, les plus grands miracles commencent par les plus petits actes de bonté. Le printemps continuait de se déployer à Valmont, et avec lui, une nouvelle histoire s'écrivait au garage du bois. Une histoire de seconde chance, de transformation et, par-dessus tout, du pouvoir durable de la bonté humaine. L'automne était arrivé à Valmont, peignant les arbres de teintes rouges et dorées. Jacques regardait les feuilles danser dans le vent à travers la fenêtre de son bureau rénové, ses pensées dérivant vers les événements extraordinaires des derniers mois. Le partenariat avec Morrow Technologies se déroulait bien, apportant une énergie renouvelée à l'entreprise que son père avait bâtie. Le téléphone sonna, le tirant de sa rêverie. C'était Claire, sa voix empreinte d'une urgence inhabituelle. « Monsieur Dubois, Madame Morrow est ici. » Elle semble contrariée. Jacques fronça les sourcils. Élise ne se présentait jamais à l'improviste, surtout pendant les heures de travail. « S'il vous plaît, demandez-lui d'entrer. » Quand Élise entra dans son bureau, Jacques sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle était pâle, ses mains crispées sur la poignée de sa mallette en cuir. Ses yeux, habituellement si assurés et déterminés, portaient une ombre d'anxiété qu'il n'avait pas vue depuis cette nuit de neige. « Sophie va bien ?» fut sa première question, une inquiétude sincère dans sa voix. « Oui, oui », répondit rapidement Élise en prenant le siège qu'il lui offrait. « Elle est à l'école, en fait. Jacques, je dois vous parler de quelque chose d'important, quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a longtemps. » Jacques la regarda ouvrir sa mallette avec des doigts tremblants en sortant d'un vieux dossier jauni. Le logo de l'entreprise délavé sur la couverture fit sursauter son cœur. Morrow Entreprises. Un nom que son père avait souvent mentionné dans ces dernières années, toujours avec un mélange d'amertume et de résignation. « Vous reconnaissez ça, n'est-ce pas ?» demanda doucement Élise, notant sa réaction. Jacques hocha lentement la tête. « Votre nom de famille, j'aurais dû faire le lien avant. Morrow comme Raymond Moreau. »« Mon père !» confirma Élise, sa voix chargée d'émotion. L'homme qui a bâti un empire en écrasant les petites entreprises à travers le pays. Le silence qui suivit fut lourd, imprégné de décennies d'histoires non racontées. Jacques regarda la photo de son père sur le mur, se remémorant les longues nuits à le regarder lutter contre des dettes croissantes et des contrats prédateurs qui étranglaient son rêve. « Ce n'était pas une simple coïncidence si j'ai atterri à votre garage cette nuit-là, » continua Élise en ouvrant le dossier. « Je vous avais cherché, Jacques. Votre nom est apparu sur une liste que j'ai trouvée dans les dossiers de mon père après sa mort. » Elle commença à sortir des documents, de vieux contrats, des mémos internes, des photos jaunies. Chaque page révélait une nouvelle couche d'une stratégie sombre, de manipulation financière et de destruction systématique de petites entreprises familiales. « Mon père avait une méthode, » expliqua Élise, la voix tremblante. Il identifiait des entreprises familiales bien établies dans des villes de taille moyenne, des endroits avec une tradition et le respect de la communauté. Puis, à travers son réseau de sociétés écrans, il exerçait une pression. Contrats de fournisseurs exclusifs, prêts bancaires prédateurs, concurrence déloyale. Jacques souleva l'un des documents, reconnaissant immédiatement la signature de son père en bas. C'était un accord de prêt de 1995, l'année où tout avait commencé à s'effondrer pour le garage. Des conditions qu'il savait impossibles à respecter.
Le but final était toujours le même, continua Élise. Forcer les propriétaires à vendre à une fraction de la valeur réelle, puis revendre les terrains ou convertir les entreprises en partie de plus grandes chaînes. Je me souviens, dit Jacques calmement, sa voix à la fois ferme et contenue. 1995 a été l'année où nos vrais problèmes ont commencé. Les fournisseurs ont annulé des contrats de longue date, puis la banque a inexplicablement augmenté nos taux d'intérêt. Mon père, il fit une pause, contrôlant ses émotions. Mon père s'est battu jusqu'à la fin, mais chaque jour apportait une nouvelle bataille. Élise lui toucha doucement le bras. Votre père a été l'un des rares à tenir bon, Jacques. Il a refusé de vendre et a continué à se battre, même quand toutes les chances étaient contre lui. C'est pourquoi votre nom était spécialement noté dans les dossiers de mon père. Un exemple d'obstination provinciale, comme il disait. Pierre Dubois n'était pas obstiné, répondit Jacques avec une pointe de fierté. Il était honnête. Et il croyait qu'une entreprise était plus qu'une question de profit. C'était une question de gens, de communauté. Je sais, dit tristement Élise, et c'est cette même honnêteté que j'ai vue en vous cette nuit de neige. La même volonté d'aider sans question, ni attente. Elle sortit encore un autre document, plus récent. Quand j'ai commencé à enquêter sur les agissements de mon père après sa mort, j'ai découvert l'étendue des dégâts qu'il a causés. Des dizaines de familles ruinées, des vies détruites, des rêves brisés. J'ai décidé d'utiliser mon héritage pour tenter de réparer certaines de ces erreurs. D'où le don, murmura Jacques, les pièces du puzzle s'emboîtant enfin. Oui, confirma Élise. Mais ce n'était pas seulement de la charité ou de la culpabilité, Jacques. C'était la justice. Votre père a tenu bon jusqu'à la fin, gardant son intégrité, même quand tout était contre lui. Et vous avez poursuivi son héritage, maintenant le garage en vie, contre vents et marées. Elle fit une pause, prenant une profonde inspiration, avant de continuer. Quand j'ai découvert les activités illégales de mon ex-mari chez Morrow Technologies, j'ai réalisé que je suivais les traces de mon père, utilisant le pouvoir et l'argent pour détruire des vies. C'est là que j'ai décidé que tout devait changer, recommencer à zéro. Jacques se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Dehors, le garage bourdonnait d'activité. Marc conseillant Antoine sur un diagnostic complexe, Claire triant des papiers au comptoir, des clients allant et venant. Un petit univers qui avait failli être détruit par la cupidité d'un seul homme. « Pourquoi me dire ça maintenant ?» demanda-t-il finalement, se tournant pour lui faire face. « Parce que vous méritez la vérité, » répondit Élise en se levant également. « Et parce que... » Elle hésita. « Parce que Sophie m'a posé des questions sur son grand-père hier. Pourquoi nous ne parlons jamais de lui ? J'ai réalisé que je ne peux pas construire un avenir sur des mensonges, même des mensonges par omission. » Elle s'approcha du mur où était affichée la photo du père de Jacques. Raymond Moreau est mort seul dans son manoir de Neuilly, entouré de richesses, mais sans vrais amis. Pierre Dubois est mort entouré de respect et d'amour, laissant derrière lui quelque chose qui lui a survécu. Lequel des deux a vraiment réussi sa vie ? Jacques resta silencieux un long moment, absorbant tout ce qu'il avait appris. Tant de choses avaient maintenant du sens, les difficultés inexplicables que son père avait rencontrées, les contrats perdus, les portes qui se fermaient sans raison apparente. « Votre père a peut-être essayé de détruire ce garage, dit-il enfin, mais au final, c'est sa fille qui l'a sauvé. Il y a une certaine poésie là-dedans, n'est-ce pas ?» Élise parut surprise, ne s'attendant pas à cette réaction. « N'êtes-vous pas en colère ? En colère contre vous ?» Jacques secoua la tête. « Comment pourrais-je ? Vous n'êtes pas responsable des actes de votre père, Élise. Ce qui compte, ce sont vos propres choix, vos propres actes. » Il retourna à son bureau, prenant le dessin récent de Sophie. Le garage moderne et animé. « Regardez ce que nous avons construit à partir des ruines que votre père a essayé de créer. N'est-ce pas la preuve qu'il y a toujours un espoir de rédemption ?» Des larmes coulèrent sur les joues d'Élise. Quand Sophie et moi sommes arrivés cette nuit-là, je ne fuyais pas seulement Henri. Je fuyais un héritage de destruction. Vous nous avez donné plus qu'un toit, Jacques.
Vous nous avez donné une chance de faire mieux cette fois. » Jacques sortit un mouchoir de son tiroir, le lui tendant. « Vous savez ce que mon père disait toujours ? Un moteur cassé peut être réparé de deux manières. On peut remplacer tout ce qui est endommagé, ou on peut comprendre pourquoi il s'est cassé et le réparer correctement. Je pense que la même chose vaut pour les héritages. » Élise s'essuya les yeux, un léger sourire se formant sur ses lèvres. C'est exactement le genre de choses que Sophie dirait. Elle a cette sagesse simple et enfantine. Pas plus tard qu'hier, elle m'a dit que parfois, nous devons réparer des choses, même si nous ne les avons pas cassées. « Votre fille est plus sage que beaucoup d'adultes, » dit Jacques avec un sourire, se remémorant le premier dessin qu'elle avait fait, maintenant encadré à la réception. « Et vous faites votre part pour réparer ce que vous n'avez pas cassé, vous aussi. » « Il y a encore tant à faire, » soupira Élise en remettant les vieux documents dans sa mallette. « La liste que j'ai trouvée, il y avait des dizaines d'autres entreprises, d'autres familles. Et vous aiderez autant que vous le pourrez, » termina Jacques. « Pas par culpabilité ou par obligation, mais parce que c'est ce que vous choisissez d'être. » Un éclat de rire d'enfant flotta à travers la fenêtre ouverte. Des enfants sur le chemin du retour de l'école peut-être, brisant la tension dans la pièce et les ramenant tous deux au présent. « Sophie a demandé si nous pouvions venir dîner un de ces soirs, » mentionna Élise, sa voix plus légère. « Elle dit que votre soupe de légumes lui manque. » Jacques sourit, se souvenant de cette première nuit. « Dimanche, » suggéra-t-il. « Même appartement, même soupe, mais cette fois sans secret entre nous. »« Dimanche, c'est parfait, » acquiesça Élise en se dirigeant vers la porte. Avant de partir, elle se retourna. « Jacques, merci pour tout. »« Il n'y a rien à me remercier, » répondit-il simplement. « Continuez simplement à faire la différence, comme vous l'avez fait. » Après son départ, Jacques passa un long moment à regarder la photo de son père. « Tu avais raison, papa, » murmura-t-il. « Au final, l'honnêteté et la bonté gagnent toujours, même si cela prend une génération ou tout. » Le reste de la journée se déroula normalement au garage, mais quelque chose avait subtilement changé dans l'air. C'était comme si un poids invisible avait été levé, une ombre du passé finalement dispersée par la lumière de la vérité. En fermant à clé cette nuit-là, Jacques pensa que la vie avait une étrange façon de boucler les cercles. L'entreprise qui avait failli détruire le rêve de son père aidait maintenant, par l'intermédiaire de la fille de son défunt propriétaire, à le transformer en quelque chose d'encore plus grand et de meilleur. Sur son bureau, à côté du système informatique moderne qu'il utilisait maintenant pour les diagnostics, se trouvait la vieille clé à molette que son père avait chérie. Elle lui rappelait que si certaines choses devaient changer, d'autres, comme l'intégrité, la bonté et la volonté d'aider, devaient toujours rester les mêmes. Le téléphone sonna une dernière fois avant qu'il ne parte. C'était Sophie, sa voix animée remplissant le combiné. « Tonton Jacques, maman a dit qu'on dîne chez toi dimanche. Est-ce que je peux amener Margot? Ta soupe lui manque aussi. » Jacques rit, sentant son cœur se réchauffer. « Bien sûr que tu peux, ma chérie. Margot est toujours la bienvenue ici. » Après avoir raccroché, il jeta un dernier coup d'œil à la photo de son père. « Tu vois, papa? Parfois, le bien que nous faisons nous revient de la manière la plus inattendue. » Et ainsi, alors que le soleil se couchait sur Valmont, le garage du bois continuait, non seulement une histoire de survie face à l'adversité, mais une histoire de rédemption, de renouveau et de la possibilité durable de réparer non seulement les machines, mais aussi les cœurs et les héritages brisés. Une par une, les lumières du garage s'éteignirent, mais la lumière de l'espoir qui y brillait maintenant était plus forte que jamais. Car parfois, les plus grandes victoires ne consistent pas à vaincre des ennemis, mais à les transformer en alliés pour construire un avenir meilleur. Quelque part, Pierre Dubois et Raymond Moreau, deux hommes qui dans la vie avaient représenté des côtés opposés d'une bataille, pourraient enfin trouver la paix en sachant que leurs enfants avaient trouvé un meilleur chemin, un chemin de guérison et de réconciliation. La nuit tomba sur Valmont, et avec elle, un autre chapitre de cette histoire extraordinaire se referma. Mais comme Jacques le savait bien, chaque fin n'est que le début de quelque chose de nouveau. Et ce nouveau départ promettait d'être plus brillant que quiconque aurait pu l'imaginer.
Le café Maurice exhalait l'arôme réconfortant des croissants fraîchement cuits ce dimanche matin. L'un des rares commerces familiaux restants, l'endroit avait gardé son charme d'origine, avec des tables en bois polies et un comptoir à l'ancienne, où Maurice lui-même servait encore ses clients de longue date. Jacques et Élise choisirent une table discrète dans le coin, près d'une fenêtre donnant sur la rue principale. Sophie, absorbée par son nouveau carnet de croquis, levait occasionnellement les yeux pour regarder les passants, les ajoutant à ses créations artistiques. « J'ai passé la semaine à examiner de vieux dossiers », commenta Élise en remuant son café d'un air pensif. « Chaque dossier raconte une histoire différente de résilience, comme celle de votre père. Il y en a eu d'autres qui ont refusé de céder. » Jacques hocha la tête, les yeux parcourant le décor familier du café. « Maurice m'a raconté récemment comment son père s'est battu pour garder cet endroit ouvert. Ils ont eu des années difficiles, mais il était déterminé à préserver son héritage familial. »« Ces rideaux ont-ils toujours été bleus, tonton Jacques ?» demanda soudain Sophie, son crayon bleu planant au-dessus du papier. Maurice, passant avec un plateau de café, s'arrêta pour répondre. « Depuis 1962, ma chère. Ma mère les a cousus à la main quand le café a ouvert. Ils ont un peu pâli, mais je ne peux pas me résoudre à les remplacer. Ils sont parfaits comme ça, déclara Sophie avec confiance, retournant à son dessin avec un enthousiasme renouvelé. Élise sortit un petit carnet de son sac, déjà rempli de notes méticuleuses. J'ai trouvé plus de 30 cas rien qu'à Valmont. Des petites entreprises, des histoires de famille, des rêves interrompus. Chacun mérite d'être reconnu et rappelé. Comme Madame Rosalie, se souvint Jacques. Je la vois encore parfois s'occupant des fleurs dans son jardin. Je n'ai jamais su qu'elle avait eu sa propre boutique de fleurs. Dans la même rue que votre garage, confirma Élise, là où se trouve ce grand magasin maintenant. Elle a tenu 3 ans, mais à la fin... Sa voix trembla légèrement. Sophie, toujours perceptive à l'humeur de sa mère, tendit la main pour lui toucher le bras. On pourrait planter des fleurs au garage de tonton Jacques, maman, comme le jardin de Madame Rosalie. La suggestion innocente de l'enfant fit sourire les 2 adultes. « Tu sais, Sophie, dit Jacques, parfois, les meilleures idées viennent des observations les plus simples. » En effet, acquiesça Élise, griffonnant quelque chose dans son carnet. Je pensais beaucoup à de grands gestes, à une compensation financière. Mais peut-être devons-nous commencer par des actions plus petites, plus personnelles. « Comme des câlins !» s'exclama Sophie, en faisant glisser son dessin au centre de la table. Dans celui-ci, plusieurs personnages colorés s'étreignaient avec de petits cœurs rouges flottant autour d'eux. Ma maîtresse a dit que les câlins sont comme des médicaments pour l'âme. Jacques étudia le dessin, ému par la simple vérité de son message. Votre fille a le don d'aller au cœur des choses, Élise. Parfois, nous nous perdons dans des plans complexes, alors que les solutions les plus efficaces sont les plus simples. J'ai réfléchi, dit Élise en parcourant son carnet. Et si nous utilisions nos ressources, non seulement pour une compensation financière, mais pour reconstruire le tissu social de cette ville? Les petites entreprises sont des lieux de rassemblement, des pôles où la communauté se forme naturellement. Comme ce café, acquiesça Jacques en faisant un geste autour de lui. Le café de Maurice n'est pas seulement un endroit pour prendre un café. C'est là que les gens se rencontrent, partagent des histoires, gardent la mémoire de cette ville vivante. « Et le garage aussi, tonton Jacques ?» intervint Sophie. « Tout le monde parle là-bas, même Antoine qui est si timide. » Son observation provoqua des rires, mais aussi une réflexion. Jacques pensa à la façon dont son garage avait évolué ces derniers mois, non seulement technologiquement, mais dans son rôle au sein de la communauté. « Nous devons mieux connaître notre ville, suggéra-t-il. Visiter d'autres entreprises, entendre leurs histoires. Pas seulement celles qui ont survécu à Mont, mais aussi les familles qui ont tout perdu. » Élise griffonna quelques lignes rapides. « Nous pourrions commencer une enquête informelle, identifier non seulement les besoins matériels, mais les liens perdus, les réseaux sociaux qui ont été brisés. Et se faire de nouveaux amis, ajouta Sophie, plongée dans un nouveau dessin.
Leur conversation coula naturellement, occasionnellement interrompue par Maurice remplissant les tasses de café ou un client régulier s'arrêtant pour dire bonjour. Chaque interaction soulignait l'importance des liens communautaires dont ils discutaient. Au moment où ils quittèrent le café, la lumière du soleil matinal avait cédé la place à une lueur de midi plus douce. En retournant au garage, Jacques remarqua comment chaque établissement devant lequel il passait portait sa propre histoire. « Ce qui me frappe le plus, commenta-t-il, c'est la façon dont chaque petite entreprise contribue à la communauté à sa manière. Il ne s'agit pas seulement de produits ou de services. » Élise, tenant la main de Sophie qui sautait joyeusement par-dessus les flaques d'eau, hocha la tête. C'est une question d'appartenance, de créer des espaces où les gens se sentent les bienvenus. De retour au garage, tandis que Sophie s'installait à son petit bureau pour continuer à dessiner, Jacques et Élise reprirent leur brainstorming. « Peut-être, songea Jacques après un moment, avons-nous besoin de quelque chose de plus structuré, quelque chose qui puisse continuer au-delà de nous, quelque chose qui puisse grandir avec la ville. » Les yeux d'Élise s'illuminèrent de compréhension. « Vous pensez à une fondation ? » ?»« Exactement, confirma-t-il. Un endroit pour rassembler les ressources, l'expertise et la bonne volonté de manière organisée. » Sophie, écoutant apparemment tout en dessinant, leva sa dernière création. Une grande maison colorée avec beaucoup de gens rassemblés autour. « Comme une grande famille, rayonna-t-elle fièrement. Jacques et Élise échangèrent des regards significatifs, s'émerveillant une fois de plus de la perspicacité simple mais profonde de Sophie. La journée se termina par des promesses de futures réunions et de nombreux projets encore à développer. En fermant le garage, Jacques réfléchit à quel point sa vie avait changé au cours des derniers mois. D'un mécanicien solitaire gardant à peine ses portes ouvertes, il faisait maintenant partie de quelque chose de plus grand, une source potentielle de changement réel dans la vie des gens. La fondation serait la prochaine étape, un projet ambitieux, nécessitant une planification minutieuse et un engagement total. Mais en regardant Élise et Sophie partir, le cœur débordant d'espoir et de résolution, Jacques sut qu'ils étaient sur la bonne voie. Après tout, comme son père le disait toujours, les plus grands voyages commencent par un seul pas, fait en bonne compagnie. Et maintenant, unis par un objectif commun, ils étaient prêts à faire ce pas ensemble. L'ancienne filature avait été complètement transformée. Ses murs, autrefois en ruine, arboraient maintenant une nouvelle couche de peinture au ton doux. Les fenêtres brisées avaient été remplacées par des vitres modernes qui laissaient de la lumière naturelle inonder l'intérieur. L'endroit qui symbolisait autrefois le déclin industriel de Valmont était sur le point d'assumer une nouvelle signification. Jacques ajusta sa cravate, un accessoire qu'il portait rarement, tout en observant les derniers préparatifs pour le lancement de la fondation Dubois-Moreau. La grande salle du rez-de-chaussée était aménagée pour la cérémonie, avec des chaises disposées en demi-cercle et une petite scène improvisée. Sur les murs, des photographies en noir et blanc narraient l'histoire de la ville, y compris une photo spéciale de Pierre Dubois debout devant son garage, fraîchement ouvert. « Nerveux ?» demanda Élise en s'approchant doucement. Elle tenait un dossier avec les documents officiels de la Fondation, le résultat de mois de planification méticuleuse. « Un peu », admit Jacques avec un sourire. « Je n'ai jamais été doué pour les discours. Je préfère le son des moteurs au son de ma propre voix dans un micro. »« Maman ?» Sophie accourut, sa nouvelle robe flottant autour d'elle. « Madame Rosalie est là, et elle a apporté des fleurs pour la scène. » En effet, l'ancienne fleuriste entra dans la salle, portant de magnifiques arrangements de fleurs cultivés localement. Ses yeux pétillaient d'une joie que Jacques n'avait pas vue depuis des années. Elle avait été parmi les premières à s'engager avec la Fondation, apportant non seulement son expertise florale, mais aussi son expérience de vie. « Cet endroit, commenta-t-elle en arrangeant les fleurs, c'est là où je venais chercher les plus beaux lins pour ma boutique. Qui aurait cru que je reviendrais ici après tant d'années pour un si beau nouveau départ ?» Le garage du bois, servant maintenant de centre de formation modèle de la Fondation, était devenu un symbole des transformations possibles.
De jeunes apprentis y apprenaient non seulement les compétences mécaniques, mais étudiaient aussi les principes d'éthique des affaires et de responsabilité sociale. Et Antoine, le premier apprenti de Jacques, coordonnait maintenant le programme de formation. « Tonton Jacques, tonton !» appela Sophie en tirant sur sa manche. « Est-ce que je peux montrer mon projet spécial pendant la présentation ?» Le projet spécial de Sophie était une grande fresque qu'elle avait créée, représentant toutes les petites entreprises locales que la Fondation visait à soutenir. Chaque dessin racontait une histoire. La boulangerie Moreau, le café Maurice, l'ancienne boutique de fleurs de Madame Rosalie et bien sûr, le garage du bois. « Bien sûr que tu peux, ma chérie, » répondit Jacques en lui ébouriffant les cheveux. « Honnêtement, ta fresque en dit plus sur notre mission que n'importe quel discours que je pourrais faire. » Les invités commencèrent à arriver, des commerçants locaux, anciens et nouveaux, des familles qui avaient perdu leurs entreprises dans les décennies passées, de jeunes entrepreneurs rêvant de créer quelque chose de nouveau. Chaque visage portait une histoire, chaque poignée de main portait de l'espoir. Claire, devenue indispensable à l'organisation de la Fondation, accueillait les participants avec son efficacité habituelle. Marc se déplaçait parmi les groupes, expliquant les programmes de formation et de mentorat qui seraient proposés. « C'est l'heure », nota doucement Élise en touchant le bras de Jacques. Montant sur la petite scène, Jacques sentit le poids du moment. Balayant la foule du regard, il reconnut des visages familiers et de nouveaux. Il y avait Maurice, qui s'était si durement battu pour garder son café en vie. Madame Rosalie, dont les fleurs ornaient de maintenant l'espace. Sophie, assise au premier rang, serrant fièrement sa fresque. « Quand mon père a ouvert le garage du bois, » commença-t-il, sa voix stable malgré ses nerfs, « il m'a appris qu'une entreprise n'est pas seulement une question de profit. C'est une question de gens, de communauté et de faire une différence dans la vie des autres. » Il fit une pause, son regard se posant sur la photographie de son père. Au fil des ans, notre ville a vu de nombreuses entreprises familiales fermer, de nombreux rêves s'estomper. Mais elle a aussi vu de la résilience, du courage et par-dessus tout, de l'espoir. La Fondation du Bois Moreau naît aujourd'hui non seulement comme une source de soutien financier, mais comme un pôle de renouveau communautaire. Un lieu où les histoires du passé peuvent inspirer de nouveaux départs, où l'expérience et l'innovation se rejoignent pour un avenir plus radieux. Élise le rejoignit sur scène, sa présence une réassurance silencieuse. « Quand je suis arrivée à Valmont par une nuit de neige, » continua-t-elle, « j'ai trouvé plus qu'un abri. J'ai découvert une leçon de bonté sur la façon dont un simple acte de générosité peut déclencher une vague de transformation. » Submergée par l'excitation, Sophie courut sur scène avec sa fresque. « Regardez !» s'exclama-t-elle en la brandissant. « Tous ces gens sont notre famille maintenant. Tout le monde ensemble, faisant de bonnes choses. » La spontanéité de l'enfant attira des sourires chaleureux et des applaudissements. Son innocence et son enthousiasme capturaient parfaitement l'esprit de ce qu'ils essayaient d'accomplir. « La Fondation aura 3 piliers principaux, » reprit Jacques, maintenant plus détendu. Un soutien financier et technique pour les petites entreprises, des programmes de formation et de mentorat, et des projets de revitalisation communautaire. Plus important encore, ce sera un espace de connexion, de partage et de reconstruction des liens. Lorsque la cérémonie officielle se termina, les participants se mêlèrent dans l'espace rénové, échangeant des histoires et des espoirs pour l'avenir. Jacques trouva un moment de calme près de la fenêtre, observant la ville sous le soleil de fin d'après-midi. Ce n'était plus un lieu d'opportunité perdue, mais un champ fertile pour de nouveaux départs. « À quoi penses-tu » demanda Élise en s'approchant avec 2 verres de champagne. « À la façon dont la vie prend des tournants inattendus, » répondit-il en acceptant un verre. « Qui aurait cru que cette nuit de neige nous amènerait ici ?» Sophie apparut entre eux, sa fresque maintenant accrochée sur l'un des murs principaux. « Ma maîtresse a dit que parfois il faut se perdre pour trouver le bon chemin. » Jacques et Élise échangèrent des regards par-dessus la tête de Sophie. Une fois de plus, la sagesse simple d'un enfant résumait parfaitement leur parcours.
Le soleil commença à se coucher sur Valmont, ses derniers rayons dorés traversant les nouvelles fenêtres de l'usine. Un nouveau chapitre se déroulait, non seulement pour Jacques, Élise et Sophie, mais pour toute une communauté redécouvrant l'importance de l'unité, de la persévérance et de la bonté. La Fondation Dubois-Moreau était plus qu'un projet de revitalisation économique. C'était un témoignage vivant de la façon dont la bonté pouvait s'épanouir dans les circonstances les moins probables, comment la rédemption pouvait traverser les générations et comment un seul acte de compassion pouvait en effet transformer le monde.